Alors je continuerai sur les médias en vous posant devant une petite contradiction. C'est-à-dire que les France Télévisions aujourd'hui est toujours nationale et pourtant elle n'est ni objective ni indépendante étant donné que son président est nommé par le président. Quel genre de solution vous adopterez si vous nationalisiez certaines chaînes de télévision? Franchement, c'est une bonne question parce que le fait qu'une entreprise appartienne à l'État n'est pas gage d'objectivité. Ça, je suis d'accord. Ce qui est sûr, c'est que le fait qu'une entreprise, une télévision appartienne à une société privée, ça c'est sûr que c'est pas gage d'objectivité. C'est sûr que ça va se faire le porte-parole d'intérêts privés. Donc je l'ai présenté dans mon programme pour la renationalisation de TF1 et pour l'inscription dans la Constitution française que les deux premières chaînes de télévision, qui sont à elles deux, qui formatent le plus l'opinion publique française, soient des propriétés d'État. Notez bien que je ne propose pas la nationalisation de tout l'audiovisuel. Je ne suis pas, vous savez, je suis un homme, ça paraît un peu bêta de dire ça, mais raisonnable. La France est un pays de raison, c'est un pays de juste milieu. Les Français, sur longue période, on a eu des crises révolutionnaires, mais sur longue période, les Français et la France est un pays de nuances, c'est un pays de juste milieu. Nous n'aimons pas les excès du capitalisme. Nous ne voulons pas non plus d'une société communiste avec ses excès dans l'autre sens. Le génie français, ça a été cette espèce de société d'économie mixte avec un rôle puissant de l'État, mais qui assure notamment ce à quoi les Français sont très attentifs, qui est la justice sociale. Et je l'explique dans mes conférences, ça remonte à Louis IX, à Saint-Louis. Mais les Français ont quand même besoin d'avoir le dynamisme entrepreneurial du secteur privé. Donc il faut un petit peu des deux. Alors, quand je dis qu'il faut avoir les propriétés nationales des deux premières chaînes de télévision, je vais au-delà, puisque vous l'avez vu, je propose de transformer le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont je parlais tout à l'heure, en une Cour supérieure de l'audiovisuel, avec non plus des gens, parce qu'actuellement, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, les dirigeants de cette institution sont nommés par le président de la République ou bien par le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat. C'est exactement le même système que le Conseil constitutionnel. On ne peut pas avoir un système de contre-pouvoir qui soit confié à des gens nommés par les pouvoirs qu'ils sont chargés de contrer. Donc je propose de transformer à la fois le Conseil constitutionnel et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'un et l'autre, en deux cours qui seraient peuplés de magistrats. Donc le CSA deviendrait une cour supérieure de l'audiovisuel avec des magistrats élus pour une très longue durée, inamovibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas renvoyer pendant, mettons, 9 ans, c'est ce que je propose pour le CSA, élus par les assemblées et le Sénat, donc qui représentent différentes opinions, et qui ensuite soient chargés d'examiner l'objectivité des médias en droit. Je fixe également à cette Cour un certain nombre de points essentiels, notamment la nécessité que les chaînes de télévision nationales respectent le pluralisme de l'opinion, y compris parmi les journalistes, parmi le choix des journalistes et des commentateurs. Il y a quelque chose qui n'est pas acceptable. Actuellement, par exemple, quand vous êtes à la télévision française ou à la radio d'ailleurs, quand on parle de l'euro, pratiquement tous, sinon tous, les journalistes ont la même opinion implicite. C'est-à-dire que pour eux, alors ils présentent les événements, mais on sent bien que le message qu'ils véhiculent, leurs remarques, les observations qu'ils font, les réactions vis-à-vis des questions même qu'ils posent, c'est que eux sont censés représenter, comment dirais-je, une espèce de raison générale et sont en fait pour l'euro. Je suis désolé, ça n'est pas normal. Il devrait y avoir des journalistes dans tous les médias qui soient des journalistes, par exemple en matière d'économie, des journalistes qui soient pour la sortie de l'euro, des journalistes qui soient pour même la sortie de l'Union européenne, et que ce soit à la limite su de tout le monde. Je ne verrais pas personnellement d'inconvénient à ce qu'il y ait, je ne dis pas systématiquement, mais qu'on sache par exemple qu'à la télévision française, eh bien tel journaliste est plutôt proche de l'extrême droite, du Front National, tel journaliste est proche de l'UMP, tel journaliste est proche
du MoDem, tel journaliste est proche des Verts, tel journaliste est proche du Parti communiste, tel journaliste est proche de l'extrême gauche, etc., pour que ce soit un peu carte sur table. Et puis tel journaliste est proche de l'UPR, c'est-à-dire que les gens, les Français, aient le sentiment que la télévision les représente. Ça, c'est très important. Et non pas ce sentiment qu'on leur impose une pensée tombée du ciel. Alors tout ceci, évidemment, nécessite la réforme constitutionnelle que je propose, la réforme du CSA que je propose, la création d'un service public de l'information et de la communication, une réforme également drastique sur les financements, notamment en limitant drastiquement le poids de la publicité, une contrainte de cahier des charges très importante sur TF1 qui sera renationalisée, puisque, alors ça c'est vraiment une de mes convictions très profondes, c'est que je crois que nous sommes en République. La République, elle a des enfants, comme on dit, elle ne fait pas de distinguo entre leurs origines ethniques, leurs confessions religieuses, leurs opinions politiques, elle a le devoir de tirer tout le monde vers le haut. Hein, c'est le grand idéal de la Troisième République que je crois indépassable, c'est la laïcité. La laïcité, ça veut dire que tout le monde garde, bien entendu, la possibilité de rester chrétien, catholique, protestant, juif, musulman, bouddhiste, agnostique ou athée d'ailleurs. Hein. Tout le monde a le droit mais le garde dans sa sphère privée. Et par ailleurs, eh bien, on doit favoriser l'enseignement et l'éducation générale. Je suis consterné de voir que, par exemple, à TF1 et dans les chaînes de télévision en France, il n'y a jamais, je dis bien jamais, une soirée où on a une pièce de Molière, ou une pièce de Racine, ou un opéra de Rameau, ou pas seulement français, ça peut être un opéra de Mozart, ou de Verdi, ou jamais une émission sur un peintre ancien, ou même, d'ailleurs, il n'y a même plus sur les vieux films français ou des vieux films étrangers. Donc je pense, il ne s'agit pas d'avoir des cours toute la journée, bien entendu, mais je crois qu'il serait bon, il faut qu'il y ait un cahier des charges culturel, parce que quand on tire les gens vers le haut, vous savez, les gens ils aiment bien, parce que c'est la facilité d'écouter Koh-Lanta ou d'écouter la Star Academy. Hein. C'est comme quand vous allez au resto. Si vous êtes entre copains, la facilité c'est d'aller au McDo. Bon, et c'est toujours la même bouffe bon. Mais allez, plutôt que d'aller dans un McDo, vous pouvez aller dans un petit resto. Moi, je suis un amateur des restaurants. Bon, c'est un de travers, peut-être. Je suis un amateur des petits restaurants exotiques. Donc à Paris, j'aime aller dans un restaurant japonais, coréen, indien, sri-lankais, éthiopien. J'en connais un qui n'est pas très loin de chez moi. On mange avec ses mains dans une espèce de grande écuelle. Bon, je vous raconte tout ça parce que c'est aussi un élément que je fixe aux médias français, c'est que il faut absolument ouvrir l'esprit de nos compatriotes sur le monde. Et d'ailleurs, les jeunes adorent ça, les jeunes et les moins jeunes. Actuellement, par exemple, il y a beaucoup moins de Français qui vont chaque année en Estonie ou en Slovaquie qu'en Thaïlande ou à Djerba. Le monde d'aujourd'hui, c'est que les gens ont envie de connaître le monde. Et moi, j'en tire les conclusions. D'abord, c'est ce qui favorisera la paix, et puis c'est ce qui favorise l'épanouissement des individus. Hein. Nous devons viser au troisième millénaire l'émancipation des êtres humains, qu'ils comprennent et qu'ils apprécient la diversité du monde. On parle beaucoup, vous savez, du maintien de la diversité biologique, mais il y a aussi le maintien de la diversité des cultures auquel je crois qu'il doit être très important. C'est pour ça que je l'ai mis dans mon programme. Je pense que la télévision française, dans son acception noble, doit aussi avoir un cahier des charges qui permettrait de diffuser un soir, ce serait un film de Bollywood, vous savez, de la production de Bombay. Alors évidemment, ça va choquer les gens parce que ça va être une super production avec un peu de musical, bon, mais il y aura comment dirais-je, des costumes, il y aura un univers, par exemple, je pense au film Jodha Akbar dont j'ai parlé déjà, qui se passe au Rajasthan du temps de l'empereur moghol Akbar. D'un seul coup, si vous voulez, moi j'ai montré ça à mes enfants, c'est très dépaysant, ça ouvre sur l'esprit. Ça ouvre l'esprit sur le monde. Et puis le lendemain, ou pas le lendemain, mais une semaine après, on pourra avoir un film chinois ou un film d'Afrique de l'Ouest. Vous savez qu'il y a un festival du film francophone
de Ouagadougou, où il y a des films francophones. Je pense à un film sénégalais que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, qui est tout à fait intéressant. Vous avez des films russes, vous avez des films brésiliens, vous avez des films indiens. J'ai vu il y a quelques temps, il y a 2 ans de ça, j'avais vu un film sri-lankais sur la guerre civile qu'il y avait au Sri Lanka. C'était vraiment un film tout à fait intéressant. Donc voilà, moi ce que je dis, c'est que il faut que je ne suis pas anti-américain. J'ai des amis aux États-Unis. Les gens me disent vous êtes anti-américain. Non. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a des mouvements comme Ron Paul d'un côté, Occupy Wall Street de l'autre, qui montrent qu'aux États-Unis aussi, il y a une grande insatisfaction d'une partie de la population face aussi à la situation. Mais je dis que nous, le devoir de la France, c'est de sortir de cette gangue de la mondialisation qui n'est en fait qu'une américanisation générale de la planète pour militer en faveur de la vocation de la France à l'universel, c'est-à-dire d'essayer de comprendre et d'aimer toutes les cultures, tout en aimant la nôtre aussi. On ne peut pas avoir un pays, c'est comme un être humain si vous voulez. Un être humain ne peut pas vivre heureux s'il se méprise constamment. Donc on ne peut pas demander et enseigner aux Français le mépris de la France constamment. Ça ne va pas. Alors, vous parlez des Américains, justement, j'aimerais vous emmener sur le terrain de la politique étrangère. Allons-y. Et dans votre programme, vous prévoyez la sortie de l'OTAN. Oui. Donc pourquoi c'est révolutionnaire, ça. Oui, De Gaulle l'avait fait. De Gaulle avait été sorti du commandement militaire intégré de l'OTAN, mais pas de l'Alliance Atlantique de façon générale. De Gaulle n'avait pas fait ça parce qu'à l'époque, il y avait la menace, jugée comme telle, et c'était le cas, la menace du pacte de Varsovie et du camp socialiste. Mais De Gaulle avait expliqué à Alain Peyrefitte, qui était son ministre de l'Information, qui l'a d'ailleurs rapporté dans le livre C'était Peyrefitte, paru chez Fayard, je crois que c'est dans le tome 2, De Gaulle avait dit à Peyrefitte, lorsque, je cite en substance, je ne me rappelle plus le mot à mot, mais c'était lorsque le pacte de Varsovie se sera effondré, à ce moment-là, l'OTAN se diluera, se dispersera, n'aura plus de raison d'être. De Gaulle s'est trompé, parce que le pacte de Varsovie s'est effondré en 91, et au lieu de voir l'OTAN se dissoudre, on a vu tout au contraire les États-Unis renforcer l'OTAN en y faisant entrer d'office toutes les nouvelles, tout ce que l'on appelait auparavant les démocraties populaires, qui sont entrées dans l'OTAN avant d'entrer dans l'Union européenne. De telle sorte que l'OTAN n'est plus désormais une alliance défensive contre la menace de l'Est, c'est désormais devenu une alliance offensive pour aller porter, je suis désolé de le dire aussi crûment, mais je le dis comme je le pense, pour aller porter des guerres illégales, des guerres néocoloniales, des guerres qui visent à l'appropriation des matières premières à travers le monde. Et donc c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs je l'explique également, c'est que l'Union européenne et l'OTAN sont en fait les deux faces de la même médaille, une médaille qui consiste à la colonisation du continent européen par les intérêts américains, et disons par les intérêts plus généralement d'une oligarchie euro-atlantiste, et je dis que sortir de l'Union européenne implique de sortir de l'OTAN, et réciproquement, on ne peut pas vouloir sortir de l'OTAN en restant dans l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous parler du conflit avec la Syrie ? Il y a plusieurs sources qui affirment que 13 soldats français seraient retenus prisonniers par le gouvernement de Bachar al-Assad. Ces troupes françaises seraient là en toute illégalité. Quelle est votre réaction ? Alors, je connais ces informations. En effet, d'abord, c'est une illustration de ce qui s'est passé en Libye, de ce qui se passe en Afghanistan. J'allais dire, il y a une espèce de fond de décor de théâtre qui est que, de plus en plus, l'Occident, c'est-à-dire l'empire euro-atlantique, les États-Unis et l'Union européenne jumelés, donnent l'impression de vouloir imposer leurs lois à l'ensemble du monde. Donc ça n'est pas convenable, ça n'est pas convenable. D'abord parce que ça échouera, parce que tout empire finit par périr. Vous savez, j'aime bien Confucius, je le cite souvent, qui vit en moins 500 avant Jésus-Christ, qui avait eu cette phrase immortelle: qui veut changer le monde n'y réussira pas. Voilà. Donc, qui veut changer le monde n'y réussira pas. Plus l'Occident voudra imposer sa loi sur l'univers, et plus il suscitera en retour des réactions de rejet qui se manifestent un peu partout.
j'observe, j'arrive à votre question, mais j'observe quand même qu'actuellement, on a l'impression qu'il y a une volonté maligne, pour ne pas dire vicieuse ou perverse, qui consiste à déstabiliser tous les pays du monde arabo-musulman qui étaient laïcs. C'est-à-dire que, bon, je ne dis pas que le régime de Kadhafi était une grande démocratie, mais je ne suis pas sûr qu'il était moins démocratique que l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite est quand même une dictature féroce, qui d'ailleurs applique la charia, où les femmes ont un statut complètement subalterne. Oui, mais ils sont Bon, alliés des Américains. voilà, mais il y a 50 000 soldats américains qui tiennent à bout de bras l'Arabie saoudite, c'est la raison pour laquelle on ne critique jamais l'Arabie saoudite. Quel a été le résultat de l'intervention en Libye, qui maintenant date d'une année? Vous avez vu les dernières nouvelles, elles sont très inquiétantes. L'application de la charia, un régime de plus en plus dictatorial. Très récemment, on apprenait que des cimetières, des tombes juives et chrétiennes avaient été profanés. Donc, je suis désolé, mais ça ne va pas dans le bon sens. Sur la Syrie, je suis jamais allé en Libye, mais je connais la Syrie. J'étais allé il y a une quinzaine d'années, en touriste, pendant une quinzaine de jours. C'est un pays que j'avais trouvé magnifique d'ailleurs, comme l'Irak, que je connais également, que j'avais vu à l'époque. Ce sont des pays, encore une fois, ce n'est pas des démocraties, c'est entendu. Mais c'était des régimes laïques, avec le parti Baas en Irak et le parti Baas en Syrie, qui d'ailleurs s'inspiraient assez souvent d'un certain nombre de principes venus de la République française. Et je peux vous assurer que, je me rappelle quand j'étais allé en Irak, j'avais été auparavant professionnellement en Arabie Saoudite et au Koweït, au moment du Ramadan, et ensuite en Irak. Et je vous assure qu'en Irak, on avait le sentiment d'arriver dans un pays où il y avait une grande liberté. Ça paraît paradoxal, bien sûr, il y avait des portraits de Saddam Hussein partout, mais il y avait aussi des portraits du chef de la famille Zayed qui dirige l'émirat de Koweït, partout au Koweït, de la même façon qu'il y avait la photo du roi d'Arabie partout en Arabie. Et surtout, quand on arrivait en Irak, on avait un pays laïque, en plein Ramadan, les chrétiens avaient le droit de déjeuner en plein midi, vous aviez des femmes qui étaient conductrices d'engins, vous savez, c'était un régime un peu d'inspiration soviétoïde, donc voilà, on avait une certaine forme de modernité qui actuellement est en train d'être cassée. J'en viens à votre question. Moi, je n'ai pas plus d'informations probablement que ce que vous avez. C'est-à-dire que cette information sur laquelle il y aurait, en fait, je crois que c'est plus que 13 maintenant. Je crois qu'il me semble qu'on parle de 18. J'ai entendu deux versions, et celle de 13 a été reprise par plusieurs sources. Alors, il y en a qui disent 13, il y en a d'autres qui disent 18, 19. Ça a été lancé par le réseau Voltaire il y a environ, il y a 2 semaines. Et ce qui est plus troublant, plus convaincant, c'est que ça a été repris par des télévisions étrangères, notamment une télévision au Liban, la télévision Russia Today, une télévision russe, etc. Je ne sais pas, mais si je comprends cette version, le gouvernement de Bachar al-Assad essaierait d'utiliser ces soldats français comme monnaie d'échange et comme moyen de pression sur la France pour qu'elle cesse ses ingérences. On parle dans un monde hypothétique parce que je ne sais pas si ceci est vrai. Mais si ceci est vrai, ça pose effectivement des problèmes très importants. Ça pose au minimum deux problèmes de violation de l'ordre juridique qui sont très importants. Vous savez que je suis un grand amateur du droit, parce que si l'Occident, si le monde occidental, si les civilisations des différents pays d'Europe ont apporté quelque chose à l'humanité, c'est justement deux choses. C'est la capacité de se remettre en cause, la capacité de remettre en cause les dogmes. C'est la révolution copernico-galiléenne, vous savez. Quand on trouve des faits qui contredisent les dogmes, eh bien ce sont les faits qui doivent avoir raison. Alors, c'est la grande invention à la fin du XVIe et début du XVIIe siècle, où des faits contredisaient la scolastique de l'Église. L'Église disait que avait adopté la cosmogonie de Ptolémée. C'était saint Thomas d'Aquin qui avait introduit ça dans l'Église, et donc on disait la Terre est au centre de l'univers et le Soleil tourne autour de la Terre. Et puis Copernic puis Galilée avaient fait des observations qui montraient que ça n'était pas possible. Donc il y a eu un immense problème philosophique en Occident à cette période-là. C'était qu'est-ce que je dois croire, le dogme de la Sainte Église ou bien les faits qui contredisent le dogme. Donc ça a été ce qu'on a appelé l'opposition entre l'esprit dogmatique et l'esprit scientifique.
Et vous savez que dans un premier temps, l'esprit dogmatique a triomphé, puisque Galilée a été obligé de renier, devant la Sainte Inquisition, de renier ses découvertes. Bon. L'esprit scientifique, lui, postule que les faits ont toujours raison, qu'on ne peut pas contredire un fait. Donc s'il y a un fait qui est contraire à la doctrine, c'est que la doctrine était fausse. Soit dit en passant, j'applique ceci à la construction européenne. Nous avons toujours le même problème aujourd'hui. Vous avez les européistes qui sont des dogmatiques, et puis vous avez, moi j'applique l'esprit scientifique. On nous a promis monts et merveilles sur la construction européenne, sur l'euro, etc. On constate que c'est une catastrophe dans tous les domaines de l'activité. Donc face à ça, vous avez les dogmatiques qui reprennent toujours le raisonnement des dogmatiques de tous les siècles passés. C'est le dogme a raison, et en fait, c'est parce qu'il y a des faits contraires, c'est parce que le dogme n'est pas bien appliqué. Voilà. De la même façon que les européistes vous disent non, c'est pas l'Europe c'est bien, et s'il y a des problèmes, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe. Hein. Alors que moi je suis comme Galilée, si j'ose dire, c'est-à-dire que je dis non, je suis désolé, mais les faits sont totalement contraires aux promesses que vous avez tenues. Ça veut donc dire que votre raisonnement de départ est un raisonnement qui est un raisonnement faux. Alors, excusez-moi de cette digression, mais je crois, cette digression est importante. J'en reviens donc à l'ordre juridique que viole l'hypothèse que la France ait envoyé des soldats. Il y a deux ordres juridiques qui sont violés. Il y a d'abord l'ordre juridique international, puisque la France est membre de l'Organisation des Nations Unies, comme d'ailleurs la République arabe syrienne. Deuxièmement, la France reconnaît diplomatiquement la République arabe syrienne. D'ailleurs, nous avons un ambassadeur à Damas qui est accrédité auprès du gouvernement de Bachar al-Assad, de la même façon que le gouvernement syrien a envoyé un ambassadeur en France qui est accrédité auprès de la République française. Donc nous avons des relations diplomatiques. Nous sommes tous les deux membres de l'Organisation des Nations Unies, c'est donc la Charte des Nations Unies qui doit s'appliquer. Or, si vous relisez les articles de la Charte des Nations Unies, notamment, ça doit être l'article 3 ou l'article 4, enfin, le préambule, vous lisez les premiers articles, vous verrez que la guerre est interdite entre les membres de l'ONU, que la guerre ne peut être déclarée que à la seule condition que ça ait été avalisé par le Conseil de sécurité en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Et donc, un État des Nations Unies n'a pas le droit, internationalement, n'a pas le droit d'envoyer des soldats dans un autre État, a fortiori, sans déclaration de guerre. Donc là, on a affaire, si c'est vrai, je le précise toujours parce que je n'en suis pas certain, mais si le fait est avéré, nous avons affaire au fait que la France viole la Charte des Nations Unies, alors même qu'elle est membre fondateur et membre permanent du Conseil de sécurité. C'est évidemment une gravité exceptionnelle. Le deuxième viol de l'ordre juridique, ça n'est plus l'ordre juridique international, celui dont je viens de parler à l'instant, c'est l'ordre juridique national, et c'est le droit constitutionnel. Je vous rappelle que, en vertu de la Constitution française, le président de la République française et le gouvernement n'ont pas le droit de faire ça. Il doit y avoir, les opérations militaires doivent être auparavant présentées, débattues au Parlement et avalisées par le Parlement. Non, là, nous avons affaire à quoi? Nous avons affaire, alors, on a une affaire peut-être à une opération barbouzarde, comme il y a eu, vous vous rappelez, l'affaire du Rainbow Warrior en Nouvelle-Zélande. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous étiez peut-être bébé comme ça, mais c'était, bon, il y avait une opération de barbouze qui s'était d'ailleurs malheureusement soldée par une victime, par un mort, dans le port d'Auckland en Nouvelle-Zélande, contre un navire de Greenpeace. Ça a fait un scandale international, à juste titre d'ailleurs, parce que c'était une opération qui violait le droit international d'une part, mais qui violait aussi le droit interne français, parce que personne n'avait été mis au courant. Mais là, c'est bien pire, parce que si effectivement il y a 13, 18 ou 19 soldats, alors je ne sais pas quel est leur statut, est-ce que c'était des soldats, est-ce que c'était des agents d'influence, etc. Mais s'il y a 13 militaires français qui sont prisonniers en Syrie, ça veut dire que Nicolas Sarkozy et le gouvernement français ont violé la Constitution. Donc dans un cas comme dans l'autre, on a affaire à des choses qui sont quand même très, très graves. Encore une fois, moi je vous demande, je réponds à votre question, parce que nous n'avons pas d'éléments pour l'instant tangibles qui le certifient. Il me semble que si le gouvernement syrien voulait renforcer sa main, comme on dit dans une négociation, il aurait intérêt à présenter
à la télévision les otages français. Et peut-être qu'il le réserve pour plus tard. En tout cas, moi personnellement, je regrette profondément ce genre de choses. Soit c'est pas vrai, et ça prouve en tout cas que c'est crédible, puisque c'est cru au Liban, c'est cru en Russie, c'est cru en Syrie. Ça veut dire que l'image de la France est dégradée au point que un certain nombre d'opinions publiques dans le monde entier considèrent que la France peut se comporter comme un forban international. Et puis alors si c'est vrai, alors c'est encore pire, évidemment. Une dernière question de politique étrangère. Il y a quelques analystes qui disent que la guerre de Syrie est la dernière bataille avant la grande offensive sur l'Iran, qui serait peut-être la cause d'une troisième guerre mondiale. C'est effectivement des analyses qui méritent d'être retenues. Pour ce qui me concerne, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus et de le préciser d'ailleurs dans le programme présidentiel. Il n'y a rien de pire au monde que la guerre. Et donc, dans ces situations, le rôle de la France doit être de faire prévaloir la paix. Et faire prévaloir la paix, ça implique, me semble-t-il, on ne peut pas fonder une paix durable sur une injustice foncière. Ça n'est pas possible. C'est-à-dire que si vous croyez bâtir la paix alors que cette paix repose sur une injustice, vous n'aurez pas la paix. Parce que inéluctablement, les gens qui sont victimes de l'injustice reviendront à la charge. Il y a une très belle citation justement de Eugène de Beauharnais, qui était donc vice-roi d'Italie, qui était, comme vous le savez, fils adoptif de Napoléon Ier, et que je cite, je crois, dans ma conférence sur l'histoire. J'en profite pour faire un petit peu de publicité pour mes conférences qui sont sur le site de l'UPR. Celle sur l'histoire a été très visionnée parce que les gens l'apprécient, parce que je présente l'histoire à ma façon, mais en donnant des clés de lecture qui, je crois, sont novatrices et intéressantes. Et Eugène de Beauharnais disait justement des victoires de son père adoptif, de Napoléon Ier, en consultant, je ne me rappelle plus le mot à mot, mais c'était, vous savez que vers 1809, après la paix de Tilsit, Napoléon était au sommet de sa gloire. Il avait tous les rois, les différents princes d'Allemagne, puisque l'Allemagne était extrêmement divisée, qui étaient quasiment, si vous voulez, c'est devenu ses domestiques. Enfin, il avait l'Europe princière à ses pieds. Et Eugène de Beauharnais, très finement, disait que c'était une erreur de croire que c'était un grand triomphe, parce que il disait justement les sources de ces injustices, etc., que les peuples ne peuvent pas admettre ça, et qu'un jour viendra que cette puissance était fragile. Voilà. On ne peut pas avoir assuré la paix de façon stable, définitive, s'il y a des arrière-pensées, s'il y a des injustices. Alors pourquoi je dis ça? Parce que on ne peut pas avoir un système international qui soit fondé sur le deux poids, deux mesures, sur le double standard. Les États-Unis, lorsqu'ils ont voulu intervenir en Irak, ont voulu intervenir en Irak au motif que l'Irak de Saddam Hussein aurait possédé des armes dites de destruction massive. À l'époque, la France, Chirac et Villepin se sont opposés, comme vous le savez, à cette volonté américaine, en objectant, en faisant remarquer qu'il n'y avait aucune preuve que l'Irak posséda des armes de destruction massive. On a su 6 mois après que l'Irak n'en avait aucune. Mais je vous rappelle quand même qu'en fin 2002, début 2003, la propagande médiatique était telle que tout le monde était convaincu, enfin tout le monde, une grande partie des opinions publiques occidentales étaient convaincues, oui, ça va, Saddam Hussein c'est encore une fois un menteur, il a bel et bien des armes de destruction massive. Or, ça n'était pas vrai. Ça n'était pas vrai. Donc cette guerre a été déclarée en 2003, en violation d'ailleurs de la Charte des Nations Unies par les États-Unis, puisque justement, ils n'ont pas obtenu le feu vert du Conseil de sécurité en vertu du chapitre 7 dont je parlais tout à l'heure, donc la guerre est illégale, mais les États-Unis sont intervenus militairement en attirant avec eux la grande majorité des États membres de l'Union européenne. D'ailleurs, la France, à cet égard, a violé le traité de Maastricht, ce qu'on appelle le deuxième pilier, la politique étrangère, sécurité de défense et de sécurité commune. Et ils sont intervenus en Irak pour découvrir que, bien entendu, il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Qu'est-ce qu'il faut en tirer de cette intervention à l'époque? Eh bien que on a eu un deux poids deux mesures, parce que le seul État qui avait des armes de destruction massive, c'était les États-Unis, c'est-à-dire l'agresseur. C'est quand même un peu fort.
On dirait, vous savez, la fable de La Fontaine, le loup et l'agneau, hein, c'est-à-dire que l'agneau a toujours tort. Donc là, nous avons affaire aux États-Unis, qui sont le pays au monde dont vous savez, le budget militaire américain représente plus de 50% du budget militaire mondial. C'est-à-dire que les États-Unis dépensent pour leur armement plus que tous les autres pays du monde réunis. Donc cet État qui a des armes de destruction massive a prétendu qu'un État qui était quand même un État encore en voie de développement, qui était l'Irak, qui était petit par rapport à eux, possédait des armes de destruction massive et vient le couvrir de bombes, faisant 1 million de morts au passage, etc. Alors, d'abord, ça fait quoi? Ça fait que les États-Unis maintenant sont partis, qu'ils laissent le pays à feu et à sang, et qu'ils laissent pour des générations et des générations une haine à l'égard des Américains dans cette région. J'observe que la position de la France à l'époque a été conforme à ce qu'elle doit être. Je rends ici hommage, pour une fois, je ne le fais pas souvent, mais à Chirac et à Villepin. Malheureusement, ça n'a pas été suivi des faits, parce qu'après, ils ont avalisé la Constitution européenne. Mais là, pour le coup, ils ont été conformes à l'image de la France, c'est-à-dire de défendre le droit et de défendre ce principe fondamental qui est jamais de deux poids, deux mesures. Alors l'Iran maintenant, appliquons la même chose. On nous assure que l'Iran veut fabriquer des bombes nucléaires. Mais l'Iran dit non. Pour l'instant, l'AIEA n'a pas, semble-t-il, trouvé des preuves absolues. Bon, donc la première des raisons, c'est que moi je dis on nous a déjà fait le coup avec l'Irak, et là maintenant on nous assure, comme on nous assurait que l'Irak avait des armes de destruction massive alors qu'il n'en avait pas, on nous assure maintenant que l'Iran veut fabriquer une bombe nucléaire alors que nous n'avons aucune preuve. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que même si l'Iran voulait fabriquer des bombes nucléaires, je veux dire, il y en a qui trouvent ce que je dis peut-être choquant, mais c'est quand même, ce que je dis, c'est tout simplement la justice et la vérité. Ceux qui accusent l'Iran de vouloir fabriquer l'arme nucléaire sont ceux qui en possèdent le plus eux-mêmes. Les États-Unis seraient très satisfaits que dans le monde, plus personne n'ait d'armes nucléaires sauf eux. Mais ça, c'est pas possible. Il faut voir que l'Iran est encerclé par des pays qui ont l'arme nucléaire. D'abord, il y a les États-Unis, donc ils sont présents un peu partout avec leurs navires et probablement des sous-marins lanceurs d'engins. Vous avez la Russie, qui est quand même la deuxième puissance nucléaire, qui est juste au nord de l'Iran. Vous avez Israël, qui possède des armements nucléaires, sans doute on parle de 200 armes nucléaires thermonucléaires. Vous avez le Pakistan, vous avez l'Inde. Moi, je suis quand même un peu sidéré qu'on ne tienne pas compte de cet environnement mondial et de cet environnement régional dans cette question. Donc, tout ceci pour vous dire qu'il est à craindre en effet que ce soit un petit peu un motif de diversion et que l'objectif final soit en effet le renversement du régime iranien parce que derrière tout ça, ce qui se cache, il y a la sécurité d'Israël évidemment pour les États-Unis, puisque c'est l'allié privilégié des États-Unis, mais il y a aussi l'accès aux hydrocarbures. Or là, nous avons effectivement un enjeu mondial, et c'est là justement où le bas blesse, c'est que la Russie et la Chine ne peuvent pas se laisser plumer, passez-moi l'expression, par les Occidentaux de toutes les réserves en hydrocarbures du Moyen-Orient. Et c'est vrai que c'est la raison pour laquelle un certain nombre d'observateurs sont très inquiets, c'est que, au-delà de toutes ces péripéties sur l'arme nucléaire, péripéties, le mot est peut-être un petit peu badin pour la faire, mais il y a aussi cette question très importante qui est celle de l'accès aux hydrocarbures iraniens, et la Chine et les États-Unis et la Russie ont fait savoir qu'ils ne laisseront pas tomber. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Chine et la Russie se sont opposés à toute sanction, vous l'avez vu au Conseil de sécurité des Nations Unies contre la Syrie. C'est à croire que le gouvernement de Moscou et le gouvernement de Pékin raisonnent comme vous, Jonathan. C'est-à-dire qu'ils nous ont compris, semble-t-il, en tout cas c'est ce qu'ils expliquent quand vous allez sur le site de RIA Novosti, l'agence russe, ils expliquent en effet que pour eux, il s'agit c'est un peu la théorie des dominos et qu'ils considèrent que c'est une volonté occidentale de mettre la main sur tout le Moyen-Orient. Donc la réponse à votre question, c'est qu'en effet, il y a un risque de déflagration, je pense, de déflagration mondiale, et le devoir de la France serait de faire prévaloir là comme ailleurs la raison, le juste milieu, et d'essayer de favoriser
encore et toujours les négociations entre les différentes parties prenantes et surtout pas une escalade comme on assiste actuellement. Bien. Alors je vais revenir